La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des pets de bouche. Coucou les gens, vous voulez me faire rater l'émission pour une connerie, je sens. Mais non, je ne m'arrête pas. Je suis prêt à tout, à moins que vraiment il y ait un drame. Je suis One A Pied. Non, tu es consterné. Je suis aussi consterné. Et je vais faire une émission avec... Tu es cerné de cons. Des cons externes. Voilà. C'est... Le titre, check. Voilà. Comment tu l'écris, check? Oui, voilà. Nous allons parler de Ghost Kid, des tomes 1 et 2 de Nous, de Batman Curse the White Knight, de Stern, le tome 2. Et pour ce faire, je suis accompagné de Thio qui boit un oasis. Je suis accompagné de... Il nous a regardé en face, il a fait « Non, pas eux. » C'était exactement ça. Et Thio va aller cracher sa boisson à côté. Bref. De Tizak, qui est un très bon commentateur sportif. Absolument, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il est vivant. Et de Guillaume. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu autant de fruits sur des émissions. Je trouve que c'est pas mal. On est bien. Mathieu, t'as encore un peu d'oasis là. T'as un fruit qui dépasse, tu sais. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas vous aussi consterné par tant d'hilarité totalement. C'est la bonne humour, c'est la blague, c'est la galéjade. Bref, je crois que... ça va, j'avais cru que ça allait être Thio qui allait commencer, donc non, ce n'est pas Thio qui commence, donc on peut commencer avec... Le plus sérieux d'entre nous. Ghost Kid de Tibur Sauger chez Grand Angle pour 18,90 €. Alors, Ghost Kid, c'est moi. Ouais, c'est toi, mon cher. C'est moi qui vous l'ai proposé encore, donc pour ceux qui voient. Mais c'était dans la pile de Thio aussi, si tu veux tout savoir. Un western de nouveau, qui ont une... Enfin, chez Grand Angle, là, ils ont eu une petite vague de western plutôt sympathique. Il y avait celui-là, il y avait... Frostpist récemment, il y a eu jusqu'au dernier un peu avant. Et donc c'est très sympa parce que c'est plusieurs westerns différents, plusieurs approches différentes, tellement différentes que Frostpist c'est limite pas un western. Donc Ghost Kid, en fait on va suivre un vieux cowboy dans le premier sens du terme qui travaille dans le même ranch depuis des années, tenu par la veuve du gars qui est mort quelques années avant. Ils ont éventuellement une petite aventure de temps en temps, mais globalement c'est un mec qui aime bien la tranquillité et surtout l'absence de compagnie parce que les hommes c'est bien connu, c'est un peu chiant. Donc il est très content de s'occuper du pâturage, je crois qu'on dit, oui, pâturage, le plus loin. Mais bon, faut quand même se faire relever de temps en temps, donc là, l'histoire commence, il est relevé. Il rentre au ranch, il a un courrier qui l'attend. Et ce courrier, il lui raconte, vient d'une ancienne conquête qu'il avait limite oubliée, et cette dame lui demande de l'aide pour leur fille, qui a des problèmes. Et elle a disparu et elle sait pas où elle est et elle est en panique et elle lui demande de l'aide. Et donc on est en bout de vie, on apprend qu'on a une fille, finalement pourquoi pas. Et il va prendre congé, prendre ses gages et partir à la recherche de sa fille. On va donc suivre ce cow-boy à travers tout le Far West américain au gré de ses rencontres plus ou moins atypique et voilà un parcours initiatique. J'ai l'impression que je lis beaucoup de parcours initiatiques en ce moment, mais j'aime ça, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est pas une histoire sombre, c'est pas une histoire triste, c'est vraiment c'est ça, je l'ai lu après jusqu'au dernier, c'est plus lumineux, si vous voulez bien me passer l'expression, je ne saurais pas comment le dire autrement.
C'est voilà, un excellent moment, avec un dessin plutôt chouette en plus, qui se fait un COG en même temps. Et ça fonctionne bien. Alors, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop dans le détail. Parce que c'est pas forcément toujours évident. Certaines gueules de travers, parfois certains traits pas complètement finis. Ça peut avoir un côté un peu brouillon par moment. Mais ça tiens, j'ai pas fait exprès d'ouvrir sur cette page. J'avais beaucoup aimé le petit tacle justement à l'Undertaker. Mais ça fonctionne. Enfin, je trouve quand même que c'est moins brouillon que ça l'a été sur d'autres bouquins de la part de G. Oui, complètement. Là, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus facile à lire et à suivre. Oui, complètement. Après, c'est ça. Ça peut avoir un côté brouillon, mais en même temps, ça fonctionne toujours très bien. Donc voilà, moi perso, je le recommande souvent parce que voilà, un petit western, pas forcément dark, qui parle de vengeance ou de gros flingues. Là, c'est juste un père à la recherche de sa fille, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Ouais, mais enfin moi je t'avoue, j'ai eu un peu peur dès le départ en fait, qu'ils partent sur un kiff un peu à la impitoyable. Parce que quand il quitte le ranch, sa première balade donc à la ville, j'ai retrouvé un peu du Eastwood quand même, parce que la séquence au bar, tu fais ok. Si ça va être ça tout le long, c'est là où j'ai eu peur justement que ce soit une sorte de copie-collée de Impitoyable, tu vois. Bah non, ça c'est plus jusqu'au dernier justement. Voilà. Mais du coup, je suis d'accord avec toi que ça reste quand même plus lumineux et les rencontres qu'il va faire en cours de route sont intéressantes. Mais moi, j'ai pas eu le kiff jusqu'au bout, tu vois. Le gamin, les différentes péripéties qu'il va avoir à subir, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. J'étais un peu déçu en fait, parce que moi je suis un peu fan de Tiburce, mais là... Ouais, la conclusion était peut-être un peu banale, effectivement, mais... Je sais pas, j'entends, je comprends, et c'est vrai qu'effectivement il y a ce petit arrière-goût de tiens, un peu dommage, mais pour moi ça reste une bonne lecture, un bon moment. Tu passes la lecture est sympa, le dessin moi j'aime beaucoup, mais voilà, pour me donner un petit goût de reviens-y, j'aurais aimé un petit peu plus. Ouais, je reviens sur le dessin, effectivement, c'est très réussi, et au niveau des couleurs, c'est très réussi. C'est-à-dire qu'on passe du Dakota du Nord dans la neige, le froid mortel, pour atterrir dans la chaleur la plus totale du Mexique, et il y a une évolution dans tout ça, de la même façon qu'il y a une évolution dans l'état de santé aussi du garçon, qui vieillit pas bien. Et je trouve que voilà, côté dessin, ça raconte déjà beaucoup de choses. Et après, effectivement, au niveau du scénario, ça s'appelle Ghost Kid. Et ça s'appuie peut-être pas assez là-dessus, sur le final. Sur le reste, c'est intéressant, mais sur le final, ça manque. Et c'est, à mon sens, peut-être le plus gros regret du bouquin. Par contre, effectivement, tout le reste du bouquin, on passe un super bon moment. C'est bien raconté, le dessin porte complètement. Et il y a juste un petit manque sur le final qui aurait pu être un vrai climax, une vraie révélation, un vrai waouh. Et on aurait pu fermer le bouquin en se disant waouh, voilà, j'ai lu un super bon bouquin. Là, on a lu un bon bouquin. C'est le seul petit regret. Par contre, au niveau du dessin, voilà, c'est un très 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 grand moment de dessin. Le seul truc que j'aurais rajouté, c'est que moi j'ai un peu du mal avec les visages justement, mais tu l'expliquais, qu'il a une façon de faire ses gueules cassées, des choses très, très charnelles, un peu déformées, etc. J'ai un peu du mal. Par contre, ces paysages, ces pleines planches, sur les animaux, ça marche beaucoup mieux, je trouve, que sur ces humains. Voilà, mais ça c'est vraiment du goût personnel. Mais vous avez bien résumé un peu tout ce que j'aurais pu dire sur les carnes décharnées, là, elles sont bien rendues. Sur Ghost Kid. Donc Ghost Kid, une bande dessinée de Tiburce Auger, chez Grand Angle pour 18,90 €. Nous allons parler maintenant de nous. Nous avons de la chance de faire le tome 1 et le tome 2 après, sinon nous aurions dû dans une émission parler de nous deux, et de romans photos peut-être, je ne sais pas. Bref, c'est une bande dessinée de Laurent Genefort et Alexis Santenac chez Comics Bureau, pour un prix que j'ai oublié de noter parce que c'est la loose. Bref, Thio, mais de quoi que ça parle, nous ?
Nous, de quoi que ça parle? En fait, on va suivre les aventures. Parle-nous de nous. de- Ah bon, on écoute, Non, mais- on est dedans. non, sérieux, il y en a mais- plein, mais il y en a plein à faire. Ouais, mais non, Guillaume, mais- le tien t'en as un, toi Non, aussi. Je suis Non, sûr que t'as- Joker, je passe. C'est- J'ai c'est- pas lu exprès. Sachant qu'en fait, sachant qu'en fait, ça doit se dire no O, je pense, parce qu'il y a un petit accent sur le deuxième O. Ouais, ok. Donc, c'est bon, Attends, là, il on- lance les blagues de merde et derrière il nous corrige. C'est ça. C'est ça, Non, c'est sympa. C'est la Merci. dictature, Non, mais- monsieur. C'est Vincent Lagaffe, le linguiste. Ouais, d'accord. Alors, on va sur les aventures de Brice, qui a donc une douzaine d'années, qui va être perdu dans la jungle amazonienne et qui va être sauvé par un gars qui s'appelle Jouve. En fait, le Jouve en question n'est pas un humain, c'est un extraterrestre et il vient d'une planète du système Hélios. Et il va en fait amener Brice avec lui sur cette planète. Donc, Jouve est le père adoptif de Brice. Oui. Sauf que le Jouve en question, il va avoir un rôle, on va dire, avec l'opposition, puis la révolution, on va dire, dans la planète d'origine de Jouve. Et donc, Brice va se retrouver à suivre son père adoptif de ce côté-là et se retrouver à devoir jouer un rôle lui aussi dans cette révolte qu'il n'a pas vraiment choisi. Il se retrouve en fait à faire une guerre qu'il n'avait pas vraiment voulu. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on était parti là-dessus au départ? C'est aussi parce que le scénario est fait par Laurent Genefort, qui est donc un des je dirais fer de lance quelque part quand même du fantastique SF français Et du podcast. aussi. Voilà. Et Alexis Santenac, et là du coup toi tu vas faire dire Alexis Santenac, je suis sûr. Alexis Santenac, oui, Alexis Santenac a travaillé avec Brice Cossu, le dessinateur de Frunk, entre autres. Ils ont dessiné pas mal de choses ensemble, dont le dernier Goldorak, qui vient de sortir, ou qui sort venir bientôt là. Enfin, c'est un gros coup d'édition derrière. Ah, ça sent en soupe. Voilà. Bref, et qui, oui, a un style assez moderne, plutôt sympa, bien efficace, et qui marche très très bien pour de la BD d'action. Voilà. Moi, effectivement, graphiquement, ça marche plutôt pas mal, nous. Alors, donc, on suit donc cette révolution. On se retrouve avec Jouve qui va du coup lui essayer de rentrer, de faire une sorte de contre-pouvoir, et Brice qui va lui rentrer vraiment dans une sorte d'activisme de plus en plus dangereux. Et comme le pouvoir, voyant que l'opposition devient de plus en plus forte, va rentrer dans une répression un peu plus dure. Alors, moi, je m'étais arrêté là sur le nous. Nous 2. Voilà, pour dire ça. Au niveau du dessin, moi j'avais trouvé ça très beau pour tout ce qui était décor, mais dès qu'on avait des actions des personnages, j'étais un peu pas follement emballé. Voilà. Au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très sympa, mais il faut aller plus loin. Là aussi, on s'est retrouvé avec une mise en place sur le premier tome. Le tome 2, on commence vraiment à voir donc la lutte des classes entre le pouvoir en place et la révolution, et Brice qui va essayer justement de devenir qui devient adulte en fait, qui essaie de s'imposer dans ce monde dans lequel il n'a pour l'instant entre guillemets normalement rien à faire. Moi j'ai été un peu j'ai un peu le cul entre deux chaises avec nous. Je sais pas si je dois attendre impatiemment la suite ou pas. Voilà, votre avis à vous pour ceux qui l'ont lu du coup, parce que on est fort peu. Moi, je l'ai lu il y a un bon petit moment de ça. Ce que j'en ai gardé, c'est que ça a démarré comme quelque chose de relativement classique et presque adolescent, mais très très rapidement, en fait, on est rattrapé par les dimensions politiques et les relations qui se jouent entre le pouvoir en place et l'opposition, qui est peut-être dans le vrai, on va dire, qui est défenseur de la vérité, défenseur de la nature, défenseur des forces autres, et pas simplement de l'argent. Donc voilà, il y avait cette dimension qui plus politique, plus économique et plus du bien contre le mal qui rentrait en ligne de compte, et pas simplement l'histoire d'un petit garçon. Donc c'était, ça prenait de l'épaisseur. Après, effectivement, c'était raconté et ça manquait de vie, ça manquait d'action, ça manquait d'équilibre dans tout ça, pour vraiment se faire totalement happer. Et autant le dessin statique était bien, autant le dessin dynamique, il n'était pas très dynamique pour le coup, et donc les phases d'action, en plus déjà pas forcément ultra nombreuses, n'étaient pas ultra bien rendues de mémoire. C'est ce qui me gênait un petit peu. Donc voilà, après, au niveau du scénario, ça peut être intéressant de lire la suite.
Moi, j'ai fait l'impasse sur le tome 2 parce que le tome 1, il m'a laissé un pas de souvenir en fait. C'était graphiquement, j'aimais bien, les couleurs un peu trop flashy à mon goût. Je trouve qu'il y avait un excès dans les couleurs. Ça m'a un peu gêné à ce niveau-là. Mais alors sur le côté classique, je dirais que on est sur une adaptation d'un roman de Stephen Wool, donc en soi, l'âge du roman de SF original excuse ce classicisme, on va dire, parce que ce classicisme ce bouquin a créé ce classicisme entre guillemets, il en fait partie. Bref. Mais j'attendais mieux. J'ai l'impression que c'est une mauvaise adaptation de BD, de roman en BD. C'est un peu ce côté-là qui m'a un peu gêné. Je me suis dit, c'est le genre de BD, tu l'as dit, tu dis, ça doit être mieux en roman en fait. Et c'est dommage parce que alors peut-être que Laurent Genefort, en tant que scénariste BD, je sais pas s'il a fait d'autres choses, mais j'ai jamais lu de ses bouquins, mais je sais qu'il est réputé, que ses livres de SF plaisent beaucoup. Mais là, j'ai une petite déception sur cette adaptation-là. J'ai pas réussi du tout à rentrer dedans. Voilà. Guillaume, tu l'avais lu? Pour ma part, j'ai fait l'impasse sur le tome 1 en fait. Ouais. C'est une technique subtile. Je l'ai plus à la librairie, donc j'ai pas pu le prendre pour le lire. Voilà. On a un peu traîné pour en parler. On aura l'occasion de reparler de Alexis Santenac justement pour le coup du Goldorak qui sort le 15 octobre 2021. Donc quand vous écouterez ce podcast, il sera déjà sorti. Tu veux dire que on va parler? Tu crois qu'on va parler de ce Goldorak à un moment ou à un autre? Si. Alors, juste pour te dire, en ce moment, par exemple, Laurent Genefort, il fait un truc qui est super top. C'est la Red Team. Sais-tu ce qu'est la Red Team? C'est partie de la Red Team. Petite anecdote parce qu'elle vaut le coup d'être racontée. Laurent Genefort est partie de la Red Team. Et alors, ça, c'est top. En fait, c'est l'armée française qui a engagé des scénaristes de SF, de fantastique, voilà, mais pour leur demander d'inventer des scénarios d'apocalypse ou de choses qui pourraient arriver dans le monde actuel pour que justement l'armée puisse s'y préparer au cas où. Voilà. Et donc en fait, eux, ils sont... T'es en train de me dire que l'armée française est en train de se préparer à une invasion zombie? Non. Pourquoi pas, mais... Cool. Je vais peut-être finalement essayer de m'engager alors. En même temps, quand tu vois la gueule de certains ados au collège, les zombies sont déjà là. Hein. C'est pas faux, mais justement, si je peux participer à l'éradication. Voilà, donc du coup, c'est la Red Team, ils font des scénarios, secret défense, quoi. Donc ils bossent avec ils sont plusieurs, hein, ils sont je crois que 5 ou 6, et ils font donc des scénarios qui seront peut-être... Et toi, tu vends la mèche comme ça, tu divulgues une information d'État comme ça? Alors, c'est pas une information d'État, parce qu'ils l'ont dit. Oui, c'est public. Ce qui fait que justement, si tu veux, comment c'est l'ordre du contrevent? Alain Damasio. Voilà, par exemple, Damasio, si tu veux, lui, il leur a en fait, grosso modo, chié dessus en disant mais l'armée, pourquoi est-ce qu'elle prend elle a besoin d'engager des gens pour faire ça, tu vois. Donc, bon, ça a fait mais ça, c'est le principe du garçon aussi. Ça fait un peu un micro-buzz quand même dans le truc. Sur justement la Red Team, pourquoi est-ce que ça existe, quoi. Mais bon. C'est bien, moi, je trouve des auteurs qui ont un revenu fixe. Oui, si nos impôts pouvaient servir à quelque chose, ça serait pas mal, effectivement. Jérôme nous dit qu'il marque des points sur Babel. Jérôme nous dit qu'il a un contact à la Red Team. Ouais, sur la Red Team. Je veux. Voilà, on reviendra vers toi. Les scénarios sont secret défense, donc on peut pas les avoir. Non. Oui, on s'en fout. C'est juste pour le plaisir de boire une bière, quoi. Et pour boire une bière, on a besoin d'argent. T'as vu cette transition comme elle est belle? On est toujours là. Alors, attends, sinon, on est à l'Oasis. Je fais juste un petit retour justement sur le chat du stream là. Jérôme, donc je suis désolé, on ne peut plus montrer l'intérieur du bouquin puisqu'on n'a plus nous. Oui, c'est je lui ai répondu. Mais il lui a déjà répondu. Pardon. Tu sais pas lire. Et du coup, je te le dis quand même de vive voix. Comme ça, tout le monde. Je te le dis quand même. Merci. Bref, faites comme Chauvin, Warloff, Todd, Stéphane, Koval et Boob. Donnez-nous des sous pour qu'on s'achète de bonnes bières. Là, on est sur de la lef, il y a mieux quand même. Et de l'Oasis, franchement, on est même passé à du light. On vieillit, c'est dur. Mais si vraiment vous ne pouvez pas vous permettre de nous donner 1 euro, 2 euros par mois, voire plus si vous le souhaitez, en ne limitant pas vos dons au nombre d'émissions qu'on fait, c'est pas grave.
c'est pas grave. Vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur les petites images bubble qu'il y a dans les articles de lavoidesbulles.fr qui vous envoient sur des liens affiliés qui nous permettent de récupérer un petit peu d'argent quand vous vous faites plaisir en achetant les BD qu'on vous a conseillés. Ou d'autres. On est doublement gagnant et ça coûte pas plus cher qu'ailleurs car c'est le principe de la BD en France et ça permet aussi d'aller les chercher chez un libraire affilié. Du livre en général, s'il te plaît. Oui, du livre. Mais la BD, c'est pas du... bref, je vais me faire Elle est où, taper. la batte de baseball, s'il te plaît. Non, t'as une épée juste derrière là-bas. Voilà. Bref, sinon, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est reste le meilleur moyen de nous soutenir en faisant que plein de gens entendent ce genre de pub pour avoir envie de nous donner des sous, même si c'est pas vous. Voilà, vendez le Beaucoup virus. de nous et beaucoup de vous dans ta phrase. C'est très compliqué. C'est à cause de nous deux. Mais c'est nous ou no? Non. C'est à cause de nous deux. À cause de l'accent circonflexe. Du chapeau chinois. C'est ça, le chapeau chinois. Ah, c'est un chapeau chinois, Il maître. faudrait qu'on rajoute peut-être un accent circonflexe sur le U de bulle. La voix des bulles. Des bulles. Des bulles. Ouais. Comment on le prononce? Bulle. Nous allons passer à Batman Curse Bowling Bubble. of the White Knight de Sean Gordon Murphy, Klaus Johnson, Matt Hollingworth chez Urban Comics pour 23 €. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle que Batman Curse of the White Knight? Eh ben, ça parle pas de Superman. Hein. Donc c'est la suite de Batman White Knight qu'avait déjà fait Sean Murphy avec la même équipe. En gros, ébranlé par sa confrontation avec Jack Napier, le Joker, qui a fortement atténué sa popularité et ses convictions, Bruce Wayne découvre qu'Alfred lui avait volontairement caché le journal de son ancêtre, écrit à la fin du XVIIe siècle durant la fondation de Gotham. Et en plus, on retrouve les ossements du fondateur d'Arkham dans la cellule du Joker. Les deux affaires seraient-elles liées? Tain. Bref, on part sur une nouvelle histoire de ce monde parallèle de Batman qui s'amuse à reprendre un peu des thèmes de la série sans être dans le canon des aventures officielles, ce qui donne une très grande liberté à Sean Gordon Murphy pour nous raconter ce qu'il veut, ou Sean Murphy pour les intimes. Il se concentre sur les origines de la famille Wayne pour le coup, alors que dans le tome précédent, il s'intéressait beaucoup plus aux côtés de la mission de Batman. Là, il s'intéresse aux origines de cette famille. Ce qui est un sujet qui est assez rarement traité, en fin de compte. À part le père, ça va rarement au-delà, sachant qu'on nous dit souvent que la famille Wayne fait partie des fondateurs de Gotham dans le canon. Et il a une liberté totale en étant hors continuité. Ça n'empêche pas de faire des clins d'œil, des liens avec la série régulière. Et toute l'histoire de Batman, notamment en rappelant l'arc Azrael. L'arc Azrael, ça voyait un fanatique religieux qui prenait la place de Batman en tant que de Bruce Wayne en tant que Batman, après que Batman soit fait éclater la colonne vertébrale par Bane. Ce qui a été repris dans un des films d'ailleurs. Pas le meilleur. Il s'amuse de plus en lier la vie des descendants Wayne, Arkham et l'ordre de Saint-Dumas, qui est l'ordre de fanatiques religieux d'Azrael, à la fondation de Gotham, et il déstabilise encore plus notre héros que dans White Knight, en touchant là à ses racines plutôt qu'à sa doctrine en fait. Il va vraiment aller sur son cœur, quoi, son côté vraiment intime. On apprécie que les liens avec le tome précédent soient relativement ténue en fin de compte, ce qui fait qu'on peut lire encore cette histoire assez indépendamment, ce qui est plutôt pas mal. Dessin, narration, couleur, oh putain, ça race, c'est beau quoi. C'est sombre, c'est fin, c'est expressif, c'est découpé avec talent, c'est mis en valeur par des couleurs efficaces. C'est une équipe de luxe pour un Batman délicieux. Franchement, si vous feuilletez, et vous vous ferez vraiment bien plaisir. Non, il y a des caméras, Mathieu. Voilà. En conclusion, c'est une vraie réussite qui n'a pour seul défaut qu'elle ne peut être admirée pleinement que si on saisit toutes les références au Batmanverse. Parce que même si ça reste une histoire indépendante, qui peut se lire à côté, rien que cette référence à Azrael, qui ne prend vraiment cette finesse que si on connaît l'histoire à l'origine, et c'est bourré de petits clins d'œil comme ça, et c'est un peu le défaut que j'en ferais. C'est un très très bon Batman, et ça devient un excellent Batman si on connaît Batman en fait. Voilà. Jeunes gens, avez-vous quelque chose à rajouter à cela? Alors, moi je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. J'entends le côté, si on a toutes les références, c'est encore mieux. Mais pour ma part, je les ai pas toutes et honnêtement, je me suis éclaté.
J'ai rarement lu du Batman aussi bon que ça. Pour le coup, on peut effectivement le lire indépendamment du White Knight, mais c'est tellement dommage. Oui, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, lis le White Knight avant, quoi. Rendu là, c'est couillon parce que justement, tu passerais à côté de choses alors que là, c'est facile de ne pas les rater. Je veux dire, autant Azrael, si t'as pas la référence, c'est pas grave, tu suis quand même, tu raccordes quand même. Mais Harley Quinn, c'est un peu compliqué, quoi. Si t'as pas fait Ouais, Harley voilà. Quinn. Et puis, honnêtement, je trouve que les deux s'enchaînent tellement bien que c'est vraiment dommage de pas lire. Ah oui, non, mais c'est fait pour. À l'enfilade. En tout cas, ouais. Moi, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que, voilà, c'est pas besoin d'avoir toutes les références au Batman-verse pour s'éclater complètement avec ce genre de Batman. Et c'est pour ça que je l'adore, parce que, voilà, j'aime le personnage et j'aime l'univers. J'ai pas le temps de tout lire, donc mes connaissances stricto sensu sont quand même finalement assez faibles. Et du coup, j'apprécie ce genre de Batman parce que je m'éclate, je rentre à fond dedans. J'ai du très bon Batman, et même si j'ai pas tout l'univers, c'est pas grave, il y a tous les ingrédients qui vont bien, quoi, et on s'éclate. Et puis ça permet de faire des révélations plus facilement, c'est-à-dire d'aller contre nos attentes, de révéler des choses intéressantes qui ne pourraient pas forcément se permettre dans le canon. Dans le canon, en fait, parce que ça contredirait beaucoup de choses qui ont déjà été dites, ou ça poserait dans le marbre des choses qui les gêneraient pour exploiter d'autres histoires derrière, quoi. Thio. Alors, ta dernière phrase, ça graverait dans le marbre quelque chose. Enfin, je pense que dans l'univers des comics, il est très très compliqué de graver quoi que ce soit dans le marbre, parce qu'on peut toujours trouver un moyen de retomber sur ses pattes, pour changer la réalité d'hier. Mais je rejoins. Ils l'ont fait. Voilà, je rejoins totalement Guillaume sur le fait que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les références. J'en ai quelques-unes, mais je les avais pas toutes. Et je trouve que voilà, le Batman de Sean Murphy, c'est vraiment un sacré truc, quoi. C'est un sacré truc parce que tu as un scénario qui est bien écrit. Ton Batman, il est vraiment comme je l'aime, hein, bien torturé, bien en souffrance de tout, et pas juste physique, hein, il en chie encore une fois. Et la solution qu'il t'apporte à la fin, je trouve que ouais, elle tient la route, quoi. Elle tient la route, et ça en fait un Batman vraiment intéressant. Après, en plus, au niveau du dessin, il y a des pages, tu fais waouh. Il y a des moments de cap et d'épée avec l'ancêtre Wayne. Oui, c'est en il plus a la classe, quoi. Puis t'as ce côté de cap et d'épée à l'ancienne. Je ferais juste une toute petite remarque. Il y a un chapitre qui s'appelle Interlude. Oui, qui est très sympa. Qui graphiquement détonne par rapport au reste. C'est un autre dessinateur. Voilà, et j'ai ouvert le bouquin en fait quasiment à cet endroit-là. Graphiquement, c'est pas terrible. Et en fait, heureusement qu'il faut regarder avant et regarder après, parce qu'effectivement, avant et après, c'est juste de la tuerie en barre. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure à la caméra. Graphiquement, c'est vraiment impressionnant. Donc, si vous ouvrez le bouquin, ne tombez pas sur Interlude, parce que pour le coup, graphiquement, c'est pas Jojo. Ouais, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une petite explication à la fin, qui nous rapplique ce concept. C'est Klaus Johnson qui est connu en tant qu'encreur de Frank Miller, hein. Sachant que l'encre chez Frank Miller, t'ennuies beaucoup quand tu l'encres. Bref, qui est quelqu'un de très talentueux et qui est d'origine juive, et cette histoire-là parle de l'histoire juive, et apparemment c'est la première histoire que Klaus Johnson raconte sur le sujet, alors que mais c'est un vétéran de la bande dessinée, le gars, hein. D'où peut-être ce trait un peu plus old school et qui est un peu moins évident, qui est moins brillant et moins on va dire moins novateur que celui de Sean Murphy, qui nous fait nous en prendre plein la rétine parce que c'est moderne et efficace, quoi. Mais l'histoire est très très bonne, par contre. Voilà. Tu repars avec Moi, je vais repartir avec. Il va me falloir le White Knight aussi, que j'avais lu, mais du coup, je vais le relire. Et donc, je suis allé regarder le Harley Quinn, qui le tome 3 sortira le 29 octobre. D'accord, le tome 3, ça sera sur Harley Quinn. Absolument, monsieur. Tu vois, je pensais que ça s'arrêtait en 2 tomes. Oui, mais enfin, après, comme White Knight, il pouvait s'arrêter. Oui, il pouvait s'arrêter aussi, ouais. Il n'était pas prévu qu'il fasse le 2 tomes, à la base. Et donc, il est prévu déjà. Il est prévu en album simple et en album noir et blanc également. Bon, mais donc, ils l'ont fait pour tous. Ne crois pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas en 2 tomes. Ça peut le faire, quoi. Enfin, remarque, elle est déjà bien, ça qu'il a fait là. Mais... Voilà.
Nous allons pouvoir passer à la prochaine chronique. Nous allons parler du tome 2 de Stern par Frédéric et Julien Maffre et Laure Durandel qui donne un coup de main en couleur. C'est chez Dargo, ça coûte 15 €. Et c'est Ti qui va nous en parler. Absolument. Le premier tome était qu'en 64 pages, c'était pas très intéressant. Le deuxième en a 80, ça commence à devenir sympa. Donc je me suis Je attelé. me suis dit, il faut que je me lance. Faut que je me lance. Si c'est bien, peut-être que le tome d'après en fera encore plus. Fous, peut-être que le tome 3 montera. Bon, il se trouve que non, hein, mais c'est dommage. Bref, toujours J'avais est-il. même pas fait attention qu'il y avait autant de pages, sérieux. Bon, c'était pour la blagounette. Donc nous retrouvons le personnage de Stern. Elijah de son prénom, qui est toujours croque-mort. Donc dans le premier tome, ça nous avait permis de bien poser un petit peu les bases de ce western qui n'en est pas tout à fait un. Jacques Faisin. Donc on navigue dans cet univers. Ils m'ont tué ce soir, j'en peux plus. Il On reste une en peut émission plus, à faire après. Allez, on va y arriver. Donc, bref, nous retrouvons notre Elijah Stern, qui est toujours maigre, qui est toujours longiligne, qui est toujours un petit peu neurasthénique, qui est toujours mal coiffé et qui adore toujours les bouquins. C'est vrai qu'on juge pas sur le physique, Thierry. Franchement, c'est bien, bravo. Bravo. Après, Alors, je le tiens à rappeler, je refais les trucs avant pendant que vous faisiez du brouhaha. On est donc dans un monde de western, et donc ce pauvre petit croque-mort là, tout malingre, il va falloir quand même qu'il survive dans tout ça. je crois Voilà. qu'on va être puni. Et donc, ouais, bientôt vous allez être puni. Bref. Donc, il va chercher sa commande au magasin général, le General Store. Il a commandé tout un tas de petites choses, et notamment des bottes, mais aussi et surtout des bouquins, puisqu'il adore bouquiner, hein, le garçon. Il est féru de lecture, ce qui, un petit peu à cette époque, détonne un petit peu. Et, surtout à cet endroit, parce que... Et surtout à cet endroit, au fin fond de nulle part, au fin fond du Kansas. Et donc, malheureusement, ça manque à l'appel, parce que le fournisseur ne les a plus, il va falloir retrouver un nouveau fournisseur, le temps de se faire livrer, tout ça, ça va durer une éternité. Et lui est en manque. Certains sont en manque de whisky, lui est en manque de bouquins. Et d'ailleurs, son copain alcoolique, Lenny, lui dit, écoute, le plus simple, c'est encore que tu ailles à Kansas City, c'est la ville la plus proche, là tu trouveras forcément un bouquiniste et tu pourras acheter ta cam. Sauf que la grande ville, c'est compliqué pour lui. C'est une vraie épreuve. Il sait que forcément, il va rencontrer des gens qui ne sont pas très sympathiques. On rajoute un petit peu d'agoraphobie, un petit peu de misanthropie. Ça devient un petit peu compliqué pour lui. Mais bon, son manque prend le dessus, il embarque sa mule, il se dit qu'il n'y en a pas pour 2 jours, donc on y va. Et donc il traverse ces paysages désertiques, il arrive dans la grande ville, et il arrive devant Roy's Bookshop. Et là, il est content. Mais il voit un groom. Non, ce n'est pas Spirou, c'est une de ses vieilles connaissances, Fergus. Il papote, et puis pouf, la boutique ferme. Mais c'est bientôt. Bah oui, parce qu'en fait, le gars qui tient la boutique, il a envie aussi de manger. Parce que des gens qui achètent des bouquins, je reviens encore dessus, ça ne court pas les rues non plus. Et donc, le gars a un autre vrai job. Et donc, il ferme et il lui dit, il faudra revenir le lendemain à 11h. Et là, entre le moment où il arrive et 11h le lendemain, ça va être long. Ça va être compliqué. Ça va faire mal. Ça va être rugueux. Et donc, c'est tout l'objet de ce bouquin. Que va-t-il se passer pendant ce laps de temps ? Le danger d'acheter des livres. Voilà. C'est pas évident. Et l'air de rien, c'est pas évident. Donc voilà pour le pitch général. Donc on retrouve la psychologie de ce personnage un petit peu atypique dans un univers de western. Son côté croque-mort finalement ne rentre pas vraiment en ligne de compte dans cet épisode. Et on est sur un scénario relativement basique. Je me fais dépouiller, je veux récupérer ce qu'on m'a dépouillé. Ce dont on m'a dépouillé. Donc il va vouloir récupérer bien sûr sa mule, bien sûr l'argent avec lequel il doit acheter ses bouquins, parce que l'objectif premier, ça reste quand même d'acheter ses bouquins, et si possible également récupérer ses bottes. Bon, on verra assez vite que ça va être compliqué pour les bottes. Et puis, on rajoute au milieu de tout ça des histoires personnelles. On va se rendre compte qu'il a été marié, Qu'il l'est toujours. qu'il l'est toujours et que c'est compliqué pour son ex-femme. Voilà. Il va y avoir C'est son statut sur Facebook. C'est compliqué. Il va y avoir beaucoup de bastons, des bastons entre mecs, des bastons entre femmes, des bastons avec des femmes qui ressemblent à des mecs, des bastons de nanas qui ressemblent à des vieilles peaux. Bref, c'est très compliqué. On a des aveugles, on a de la peinture, on a des vieilles mules. Bref, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de bastons, beaucoup d'actions. Et on referme le bouquin en se disant...
c'est encore un western, mais c'était pas un western. Et ça fait du bien. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Le dessin ultra dynamique, ça fonctionne à fond du début à la fin. Comme tu disais, ah oui, il y a 80 pages. Bah ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, et je trouve que c'est une bonne remarque quand on arrive à la fin d'un bouquin, si on ne s'est pas ennuyé comme ça. Pour information, donc le bouquin est quand même sorti il y a un bon petit moment, puisque c'était en janvier 2017. Nous sommes gravement à la bourre. Le tome 3 est sorti, le tome 4 également, et donc on va se précipiter là-dessus. Oui, Stern, moi une série que j'ai beaucoup aimé. J'étais surpris que Thio ne s'achète pas les tomes d'après plus tôt. Et Guillaume était déçu. Pour une fois que j'avais déjà tout lu, tu vois, j'aurais gagné du temps. Mais... parce qu'en fait, je pensais que ça avait été qu'un one-shot, Stern. Parce que je suis jamais passé et j'ai raté, on va dire, toutes les sorties des autres. Voilà. Ils font ça en moyenne tous les 2 ans. Ah voilà, non mais parce que ah ouais, c'est même quasiment réglé comme une horloge. Ouais, Julien Maffre, il a une autre série aussi et en fait il alterne. Là, ça m'a rappelé avec joie et bonheur qu'il y a 3 ans, j'étais à Saint-Malo, il y avait une très belle exposition sur Stern, jour pour jour. Voilà. Bref, moi j'ai trouvé ça un peu foutraque, c'est du western spaghetti bien crade avec Bud Spencer dans l'ambiance, tu vois, avec et Terence Hill, parce qu'il y a un peu ce côté d'ambiance de gens tous un peu plus cradingues, dégueux et un peu débiles sur les bords. Tu es dans une sorte d'histoire où c'est bourré de coïncidences qui n'ont pas vraiment de sens, où ça part en vrille tout le temps, où ça raconte pas grand-chose en fin de compte, mais tu passes un super bon moment parce que c'est frais, ça marche bien. T'as envie d'en savoir plus sur le personnage parce que tu te rends compte qu'en fait il a grandi dans cette ville et que il y a plein de choses sur ce personnage de mystère autour de lui qu'on va peut-être découvrir en cours de route. Tu te rends compte que même ceux qui ont l'air d'être des connards, en fait ils sont un peu des connards mais par nécessité parce que ils ont pas forcément le choix, donc t'arrives même à t'attacher aux connards. Ouais, mais c'est des connards quand même. Ouais, mais quand même. Les pauvres, quoi. Quand t'as une mère comme la sienne. J'ai trouvé ça super. Voilà, le gars, il est peintre aussi, tu vois, le peintre au milieu qui est une sorte rigolote. Le peintre à la mule. Voilà. Bref, c'était étonnamment pour quelque chose qui reste dans la crasse, dans le crade, tu vois, c'était super frais et plaisant et léger. Voilà, il y a une sorte de dichotomie vraiment efficace. Ça marche très très bien, Stern. Toujours, ça fonctionne toujours bien. En plus, il a mis la petite liste de courses de Stern justement à la fin, donc tu sais quel livre il venait chercher. Non, bref, une bonne série. Ces livres, c'est pas que du joyeux quand même. Hein. Non. Oui, non, c'est les livres à la mode à l'époque. Hein. En même temps, j'ai envie de te dire, Stern, c'est pas le mec qui respire la joie de vivre non plus. Hein. Jeanne R. C'est ça. Les souffrances du jeune Werther, Les Misérables. Ouais, enfin, fin 19e, je sais pas trop ce que t'avais comme livre joyeux. Alice au Pays des Merveilles, il avait aussi. Ah, tu vois ouais. C'est un livre joyeux. De pervers aussi, joyeux, mais. Robinson Crusoe aussi. C'est joyeux, c'est un mec qui est enfermé sur. C'est Lost en fait avant l'heure. Wilson. Bref. On va passer à la prochaine rubrique. Online. Un online un peu particulier car nous sommes au mois d'octobre et comme tous les mois d'octobre, nous sommes en plein Inktober. Inktober, c'est ce sorte de petit concours qui avait été lancé petit concours pour le fun en se disant allez, on se lâche, je fais une liste de mots par jour. Chaque jour, il y a un mot. Bite. Voilà. Mais comme c'est en anglais, ça veut dire mordre, donc ça passe. Comme c'est en anglais, la liste originale, ça passe, ça veut dire mordre. Voilà, donc tu peux le faire. Bref. mais moi, je suis pas bilingue. Je crois vraiment qu'une année, il y avait bite. Est-ce que tu es biflingue Non, alors, j'ai une remarque qui m'est venue à la tête. Alors, demande à ta femme, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Même pas peur. Le défi. Je crois qu'on va se quitter là-dessus. Bonne soirée à tous. Je vais essayer de reprendre. Le défi est intéressant et un petit peu certains auteurs s'amusent à se rajouter des complexités, d'autres suivent d'autres listes ou on invente derrière. Là, j'ai essayé de m'attacher dans la sélection
à ceux qui se lançaient le défi de faire de la bande dessinée. Par exemple, on pourrait se lancer comme défi de vouloir faire une sorte de grande fresque où si tu regroupes tout, ça fait un grand dessin. Ça pourrait marcher. Il y a des gens qui ont pensé à ça. Des gens bien. Hein. Voilà, je vous conseille de suivre le compte de Thio sur Instagram. C'est quoi ton compte déjà, Thio ? La galerie de Mathieu. La galerie de Mathieu, voilà, où vous pouvez jeter un œil à ce qu'il fait. Il faut deviner un peu la thématique de son truc. Nous, il nous a spoilé tout ça, mais on va faire avec. Et j'ai que des petits morceaux comme ça. Et on va nous commencer à parler de gens qu'on connaît un peu, qui a essayé de faire de la narration, c'est Yann Valeani. Tu es obligé de prononcer la Corse ou... Il est corse, je veux dire, à un moment donné, je respecte ses origines. Donc, il est un peu à la bourre. Avec les origines corses que tu respectes. Tout à fait. Bim. C'est le seul accent qu'il arrive à faire. Donc, lui, il a pris chaque mot pour essayer de conter une histoire. Et ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que chaque illustration, qui en soi sont plutôt efficaces à chaque fois, nous fait avancer dans l'intrigue, nous en montre un peu plus. Et pour le moment, on commence sur une course-poursuite d'un gars qui a volé un cristal et qui s'échappe sur un bateau. Bref, ça marche très très bien. Et j'étais plutôt très content de ce qu'a fait Yann. En plus, j'adore son dessin. Donc, allez y jeter un œil. On continue avec le travail d'Elsa Chartier, qui elle a carrément lancé un crowdfunding autour de ça. Elsa Chartier, elle, c'est donc une Française qui s'était fait connaître avec The Infinite Loop, qui avait fait avec Pierrick, je sais plus comment, parce que j'ai retenu son prénom, parce qu'il était facile à retenir. Voilà. Et ils travaillent beaucoup ensemble. Et là, ils travaillent ensemble sur ce crowdfunding et ce Inktober, où eux, ils vont carrément faire des planches. C'est plutôt pas forcément tout public. On est dans une ambiance qui me fait beaucoup penser, comment ça s'appelle, à Black Kiss. Au niveau du côté, le côté polar noir, un peu de cul. Voilà, il s'est bourré de. Elle a fait des making-of dans tous les sens. C'est très très riche. En tout cas, de ce qu'elle propose sur son Insta. Ça fait plutôt envie. Et voilà, j'ai failli piquer la rubrique crowdfunding. Je sais que tu l'as acheté un œil au crowdfunding. T'as eu envie d'en parler ou... Non, en fait, oui. Bon, c'est oui ou c'est non? Oui, le travail est intéressant, mais non, je voulais pas en parler. Parce que la dernière fois, je te rappelle que les crowdfunding, tu m'as dit que vous pouvez pas en parler surtout sur Inktober, parce qu'en fait, c'était pas vraiment du... Là, on est vraiment sur de la BD, là, pour le coup. Mais il y en a qui essayent ce que fait Yann Valeani, on est vraiment sur la BD. Et là, justement, parce que on est Comment sur il s'appelle déjà Yann Valeani. Yann Valeani. On est sur quelque chose d'Assen. Il se coupe tout seul. Oui, d'Assen. Il en peut plus de lui-même. Lui, il est sur quelque chose de plus expérimental. Donc, Assen, on en a parlé dans l'émission précédente pour Bolshoi Arena. Lui, il fait une série qu'il avait déjà commencé sur les Inktober précédents, où il choisit lui-même ses mots. Il fait ça un peu en roue libre. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui se balade à dos de dragon à travers des paysages. Et j'ai trouvé que le travail était esthétiquement très beau. Si vous avez aimé son travail dans Bolshoi Arena, franchement, c'est plutôt sympa. Il continue un peu ce travail avec ses tramages qui sont très intéressants, je trouve. Et ouais, c'est un peu le cul entre deux chaises. On est entre de l'illustration et aussi de l'histoire, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de pérégrination, mais je suis pas sûr que ça mène vraiment quelque part. C'est un peu je pense qu'il se fait plaisir, et c'est un petit peu le défaut, c'est que on suit un personnage, mais je n'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose dedans. Bref, mais c'est beau. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc voilà, je vous recommande d'aller suivre ces comptes sur Instagram. Je mettrai tous les liens sur lavoidesbulles.fr et vous pourrez y jeter un œil et ou peut-être même prendre les crowdfunding s'il y en a derrière. Après, ils peuvent même... Ils peuvent peut-être même... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, après, en fait, ce qui est bien avec Inktober, c'est que vous pouvez même juste taper dans Insta ou dans n'importe quoi. En fait, vous tapez Inktober 2021 et vous allez trouver en fait plein de dessinateurs, plein de styles différents, plein de personnes qui ont fait des choses complètement
Et c'est super intéressant parce qu'on découvre des gens aussi comme ça. Et honte à moi, apparemment Randall Flag fait aussi une histoire à suivre sur Inktober et je suis passé à côté. Ah, bravo. Voilà, Allez, j'ai bravo. honte. Voilà, on a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui font du superbe travail et je passe totalement à côté, j'ai honte. Et bah pour le coup, pour me punir, je vais finir cette émission en vous remerciant de nous avoir écoutés, en lançant un générique en fond pour que ça comble un petit peu, parce que notre générique de fin il est long, faut peut-être que je le raccourcisse, je suis en train d'y réfléchir. Même notre générique de début il est long en fait, il faudrait que je raccourcisse tout ça. En fait, Non, parce que c'est à l'époque où tu étais long quand tu parlais. Non, mais Ouais. tu peux laisser le générique, mais par contre, tu peux peut-être raccourcir ton intro en fait, et ta fin. Ouais, c'est à voir. Bref, fin d'enregistrement. N'hésitez pas à rester si vous êtes sur Twitch, car il y aura une 3e émission à suivre. Et puis sinon, bah, ça sera pour la semaine prochaine pour vous, à moins qu'on intercale un petit truc spécial entre 2 émissions. Surprise. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de nous partout, à mettre des étoiles, des pouces levés, je ne sais quoi, sur le truc que vous utilisez pour écouter des podcasts. Et encore un grand merci de nous avoir écoutés et à toute notre équipe forte et sincère et balèze. Non, je viens d'aller voir le truc de Randall, c'est pas mal, hein. Il nous a fait un petit Indiana Fox, pardon. Il y a des petites touches, je trouve, de Zelda au milieu. C'est assez rigolo. Bon, bah voilà, vous allez voir Randall Flag, cet Insta. cet homme est bon. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt.